Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la voie qui précède le cycle de Krebs, donc c'est la glycolyse. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le cycle de Krebs, je vous invite à aller la regarder. Sans plus attendre, je vais vous définir ce qu'est la glycolyse. Donc c'est une voie catabolique, c'est-à-dire une voie de dégradation d'une molécule à 6 carbones, qui est le glucose, en 2 molécules à 3 carbones, que sont les pyruvates. Cette voie est une source d'énergie pour de nombreux organes du corps, et plus particulièrement le cerveau, les muscles et les érythrocytes. Et la glycolyse est une étape essentielle à la respiration cellulaire, tout comme le cycle de Krebs. Le glucose peut avoir deux origines, soit une origine exogène, donc extérieure, et il va provenir de l'alimentation, notamment de la dégradation des disaccharides et des glucides complexes à la suite d'un repas, et il peut également avoir une origine endogène et proviendra du métabolisme. Le glucose entrera ensuite dans la cellule pour entamer son cycle de glycolyse par des transporteurs nommés GLUT. La glycolyse a lieu dans le cytosol de toutes les cellules, chez les eucaryotes comme chez les prokaryotes. La glycolyse est constituée de 10 étapes. Lors de la première étape, la molécule de glucose C6H12O6 va être transformée en glucose 6-phosphate, également appelé G6P, par l'exokinase. Lors de l'étape 2, le G6P va être transformé en fructose 6-phosphate, qu'on va appeler F6P, par la phosphoexose isomérase. Lors de la troisième étape, le F6P va être transformé en fructose 1,6-biphosphate, par la phosphofructokinase. On retrouve 1,6 dans le nom puisqu'il y a une phosphorylation en position 1 et 6 du fructose. À l'étape 4, le F1,6P va être clivé par l'aldolase en deux trioses, le glycéraldéhyde 3P, GA3P, et la dihydroxyacétone phosphate, DHAP. Pour la suite des réactions, seul le GA3P sera nécessaire. L'étape 5 va donc consister à isomériser le DHAP en GA3P par la triose phosphate isomérase. L'étape 6 va permettre la synthèse de 1,3-diphosphoglycérate par la GA3P déshydrogénase. L'étape 7 va permettre, elle, la synthèse du 3-phosphoglycérate par la phosphoglycérate kinase. L'étape 8 correspond à l'isomérisation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate par la phosphoglycérate mutase. On a donc un déplacement du phosphate de la position 3 à la position 2. L'avant-dernière étape, l'étape 9, va permettre la synthèse du phosphoénol pyruvate par déshydratation du 2-phosphoglycérate par l'énolase. Enfin, la dernière étape va permettre la fabrication d'un ATP par la pyruvate kinase. Les étapes 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont réversibles. Il aurait d'ailleurs fallu illustrer l'étape 4 par une double flèche, alors que les étapes 1, 3 et 10 sont irréversibles. Le rendement final est de 2 molécules d'ATP, 2 molécules de NADH+, et de pyruvate. Vous le verrez par la suite, il existe deux types de glycolyse, aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, et anaérobie, en absence d'oxygène. Ce rendement est commun à ces deux types. Le devenir du pyruvate va dépendre à la fois de la quantité d'oxygène et de la situation énergétique dans laquelle se trouve la cellule. En aérobie, le pyruvate va aller dans le cycle de Krebs et 2 ATP vont être formés. Par la suite, pendant la phosphorylation oxydative qui se déroule au sein de la chaîne respiratoire, 32 ATP vont être formés. Si on résume, on a 2 ATP formés après la glycolyse et 2 ATP formés après le cycle de Krebs, auxquels on ajoute les 32 ATP provenant de la chaîne respiratoire. Après la dégradation d'une molécule de glucose en aérobie, cela nous fait un total de 36 ATP. Dans des conditions anaérobies ou hypoxiques, quand la quantité d'oxygène est réduite, ou dans des cellules qui ne possèdent pas de mitochondries, comme les érythrocytes par exemple, ça va être un peu différent. En effet, le pyruvate va être converti en lactate, c'est ce qu'on appelle la fermentation lactique. On obtient alors 2 ATP et 2 molécules de lactate. Chez les levures, on peut retrouver un deuxième cas de figure en situation d'anaérobie, avec la transformation du pyruvate en éthanol, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Elle est utilisée pour la création de certaines boissons alcoolisées ou encore la levée de la pâte en boulangerie. Par abus de langage, on parle donc de glycolyse aérobie ou anaérobie, mais la glycolyse a toujours lieu en absence d'oxygène. Ce sont le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire qui ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Du coup, en conclusion, on obtient un meilleur rendement énergétique lorsque la cellule se trouve dans de bonnes conditions et que le taux d'oxygène est suffisant pour que la respiration cellulaire soit effective. En effet, on obtient 36 molécules d'ATP. Alors que dans des conditions moins optimales, lorsque la cellule voit son taux d'oxygène diminuer, voire totalement absent, le rendement énergétique sera de ce fait beaucoup moins important, car on va se retrouver avec seulement 2 molécules d'ATP formées. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'être autant à me suivre, on est déjà 300. Et pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo.